Et voilà, c'est parti. L'enregistrement est parti et on est parti pour passer 1 heure maximum autour de cette thématique qui est le storytelling. On va faire ça en plusieurs temps. On va voir pourquoi le storytelling, pourquoi cette chose-là est revenue à la mode, on va dire. On va voir également comment ça marche, le storytelling, comment ça fonctionne. On va mettre le nez dans le nez dans le moteur et regarder comment ça fonctionne. Et puis, on va partager ensemble, si on a le temps, j'espère qu'on aura le temps, un bel exemple de storytelling en vidéo d'une Française qui fait une conférence qui est très courte, qui dure 3 minutes seulement, mais qui est un très bel exemple de storytelling. Vos webcams et vos micros, a priori, sont coupés, mais vous allez pouvoir échanger avec moi via le chat. Le chat dans Zoom, puisque c'est l'application Zoom qu'on utilise, c'est la fenêtre Converser, ça s'appelle Converser. À tout moment, vous pouvez poser des questions, faire des remarques. Alors, je n'y répondrai pas instantanément au fil de l'eau, parce qu'il y a des chances que je ne le vois pas, mais Julien et Alix, ils sont là, ils regardent ce qui se passe sur le chat, et soit ils répondent directement. Alors, si c'est une question qui concerne le storytelling, probablement pas, parce que eux, ce n'est pas leur spécialité. Mais il y a des chances que, sinon, soit ils vous répondent directement, soit ils vont vous retransmettre votre question à moi régulièrement. Hein, je vous donnerai la parole et puis vous écrirez des choses et eux-mêmes diront ce que vous avez écrit. Allez, le storytelling. Alors, le storytelling, première chose qui nous frappe quand on voit ce mot-là, c'est que c'est un terme anglo-saxon. Alors on se dit, ah, encore un truc que les Anglais ont inventé ou que les Américains ont inventé, encore un truc qui sort de la Silicon Valley, qui sort de l'université d'Harvard. Non, pas du tout. Le storytelling n'a absolument pas été inventé par les Anglo-Saxons. Les Anglo-Saxons s'en sont emparés, et puis le terme storytelling est devenu très à la mode, mais c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus vieux que l'Amérique. Donc, l'honneur est sauf, ce n'est pas eux qui l'ont inventé. Cela dit, ce n'est pas nous non plus. Ce n'est pas une invention française. On a eu quelques très bons storytellers en France, mais ce n'est pas une invention française, ce n'est pas une invention européenne non plus. En fait, le storytelling, c'est une spécialité d'Homo sapiens. Homo sapiens, c'est vous et moi, c'est notre espèce. Une spécialité d'Homo sapiens, c'est Homo sapiens qui l'a inventé. Si on devait le traduire en français, c'est l'art de la narration. Hein, c'est l'art de raconter une histoire. En anglais, story, histoire, telling, c'est la narration. Ah oui, je ne vous ai pas dit, je suis un ancien prof d'anglais et je suis formateur au sein du cabinet Kilotoa et j'anime des formations à la prise de parole en public, au storytelling, à la communication orale en général, et je suis également comédien. Voilà, maintenant vous savez un peu plus de choses sur moi. Alors, je suis un homo sapiens comme vous, et le storytelling, ça me concerne comme vous, parce que voilà, c'est une spécialité d'homo sapiens. Homo sapiens, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Il n'est pas très bien doté par la nature, en tout cas physiquement, il n'est pas très bien doté. Hein. Ouais, vous savez, moi je ne cours pas très vite, je ne nage pas, ou plutôt j'ai dû apprendre à nager, je ne sais pas grimper aux arbres, je ne sais pas sauter très haut. Comparé à de nombreux autres animaux, franchement, je ne suis pas très doué. Et vous non plus. C'est simple, hein, si vous me mettez tout nu dans la forêt de Fontainebleau au mois de novembre et que vous venez me rechercher une semaine après, il y a des chances raisonnables que vous me retrouviez mort. Voilà. Bon, les animaux, c'est pas le cas. Hein. Un chevreuil tout nu dans la forêt de Fontainebleau au mois de novembre, il n'a pas trop de soucis. Il a peut-être un peu faim, mais bon, voilà, il vit sa vie. Et puis au printemps, il trouve une femelle et il s'accouple et tout va bien. Nous, on n'est pas très bien dotés par la nature sur le plan physique. En revanche, on est très bon pour raconter des histoires. Parce que on a un néocortex, hein, le cerveau qui est là devant. On a un cerveau limbique également qui gère nos émotions. Et donc, on est très bon pour raconter des histoires. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que Homo sapiens s'est mis à raconter des histoires? Qu'est-ce qui lui a pris? Eh bien, il a des bonnes raisons de raconter des histoires. Il y a au moins 2 bonnes raisons pour lesquelles, depuis la nuit des temps, en fait, les hommes, les humains, les Homo sapiens se racontent des histoires. La première chose, c'est que ça crée une cohésion de groupe. Ça crée de la cohésion.
Et comme Homo sapiens, tout seul, tout nu dans la forêt, il meurt, il a besoin de se retrouver avec les autres, il a besoin de former un groupe, il a besoin d'avoir de la cohésion dans ce groupe pour pouvoir, ensemble, eh bien, survivre et prospérer. Et raconter des histoires, il n'y a quasiment rien de mieux pour créer de la cohésion de groupe. Deuxième autre raison, c'est que les histoires, ça donne du sens au monde qui nous entoure. Et Homo sapiens, il a un gros cerveau. Et il se pose plein de questions que les animaux ne se posent pas. D'où est-ce qu'on vient? Pourquoi le soleil se lève le matin et se couche le soir? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est mort? Et les histoires, elles lui ont servi de tout temps à donner du sens à sa vie. Et les histoires, elles existent depuis toujours. Il y a les grands récits religieux, évidemment. Il y a les contes et légendes. Il y a les mythes. Ça a toujours existé dans toutes les sociétés, depuis les sociétés primitives jusqu'aux sociétés les plus évoluées. Nous avons passé notre temps à nous raconter des histoires. Voilà comment ça fonctionne. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil avec le storytelling. Mais le fait est que le storytelling, depuis une trentaine d'années, on va dire, une quarantaine d'années, il est pas mal revenu à la mode, dans certains domaines notamment. 3 domaines dans lesquels le storytelling est revenu à la mode: la politique, le marketing et le management. Et pourquoi est-ce que le storytelling est revenu à la mode dans ces domaines? Parce que ce sont 3 domaines où en fait les politiques, les marketeurs, les managers, ce qu'ils souhaitent, c'est nous faire des choses. Ils veulent nous faire des choses. Et le storytelling, c'est un très bon moyen de motiver les gens pour leur faire des choses. Le politique, il veut nous faire quoi? Voilà, il veut nous faire voter pour lui, bien entendu. Le marketeur achète mes produits. C'est ça sa vocation, nous faire acheter ses produits. Et le manager travaille efficacement. Ce qu'on attend d'un manager, c'est qu'il fasse avoir les meilleurs résultats possibles à son équipe. Et le storytelling est là pour ça. Et en plus, ça donne de la cohésion de groupe, comme on l'a vu précédemment. Et ça, le manager, il a évidemment très envie qu'il y ait de la cohésion au sein de son équipe. Alors, vous allez me dire, mais ils veulent nous convaincre de faire des choses, ils veulent nous convaincre, ou ils veulent nous persuader. Et là, il y a une chose importante à comprendre, c'est la différence entre ces 2 verbes, convaincre et persuader. Inutile de vous dire que pour la plupart d'entre nous, franchement, c'est des synonymes. Tu m'as convaincu, tu m'as persuadé, c'est du pareil au même. En fait, il y a une différence. Et le storytelling penche très nettement plutôt du côté de la persuasion que du côté de la conviction. Regardons ça ensemble. Un discours convaincant, c'est un discours qui résonne bien et qui se situe du côté de l'expertise. En d'autres termes, quand vous écoutez un discours convaincant, généralement, s'il est bien fait, le discours vous semble logique, il vous semble raisonnable. Il y a une démonstration, il y a une logique. En plus, s'il est bien documenté, si celui qui vous parle vous donne des faits, des chiffres qui sont vérifiables et qui sont vrais, c'est encore mieux. Et puis, si pour vous convaincre, il vous montre que vous allez avoir des bénéfices à faire ce qu'il vous invite à faire, là, c'est encore mieux. Vous allez vous dire, ok, tu m'as convaincu, tu m'as donné des bonnes raisons de te suivre. Tu m'as donné des bonnes raisons. Ça, c'est la conviction. Un discours persuasif, c'est un discours qui résonne. Il ne raisonne pas, il résonne. Ce que ça veut dire par là, c'est qu'il est plutôt du côté de la résonance que du côté du raisonnement. Il se situe plutôt du côté de l'expérience sensible plutôt que du côté de l'expertise. Ça ne veut pas dire qu'il exclut complètement le raisonnement, mais il penche plutôt du côté de la résonance et de l'expérience. C'est un discours qui s'appuie plutôt sur l'émotionnel, sur les émotions partagées. C'est un discours qui s'appuie sur des valeurs également, des valeurs partagées, et c'est un discours qui est volontiers illustratif, narratif. C'est comme ça que fonctionne le storytelling. Alors, si on reprend nos
nos fameux hommes politiques, nos fameux marketeurs, nos fameux managers, on pourrait se dire, mais pourquoi préférer le storytelling aux arguments rationnels? Après tout, l'homme, c'est quand même un animal rationnel, ou au moins raisonnable. Alors, premièrement, parce que les gens, ils aiment qu'on leur raconte des histoires. On est câblé pour aimer les histoires depuis la nuit des temps. On paye même pour qu'on nous raconte des histoires. Quand vous lisez un roman, vous payez pour qu'on vous raconte une histoire. Quand vous allez au cinéma, vous payez pour qu'on vous raconte une histoire. Quand vous prenez un abonnement de Netflix, vous payez pour qu'on vous raconte une histoire. Pourquoi? Parce que vous aimez ça, et moi aussi, et nous tous. Parce qu'Homo sapiens, il est câblé comme ça. Deuxième chose, gros avantage du storytelling, c'est que les histoires, ce sont des choses très faciles à mémoriser. Un argumentaire rationnel, avec des chiffres, avec du raisonnement, oulala, quand il s'agit de le reproduire 3 jours après, c'est compliqué, on ne se souvient plus très bien. Les histoires, ça rentre tout seul, c'est très facile à mémoriser, entre autres parce que ça passe par nos sens. Puis il y a d'autres raisons également. Les histoires, on aime qu'on nous les raconte et on aime les raconter aux autres. Quand on a entendu une belle histoire, on a envie de la raconter aux autres. Il y a un effet de contagion. Et ça, évidemment, c'est très intéressant, notamment pour les marketeurs. L'histoire que je t'ai racontée, j'ai envie que tu la racontes à d'autres. J'ai envie que ça fasse un effet comme ça de contagion. Donc ça, c'est aussi un très gros avantage. Et puis il y a une autre chose, c'est que quand on veut convaincre un large auditoire, beaucoup de monde, et bien en fait, les arguments rationnels, ça ne marche pas très bien. On n'a jamais vu un homme politique faire un meeting et passer un tableau Excel à l'écran qui nous explique le pourquoi du comment. Ça ne marche pas. Non, il va nettement préférer nous raconter une histoire, utiliser des slogans, bref, faire vibrer nos cœurs. Et voilà pourquoi nos politiques, nos marketeurs, nos managers se sont emparés du storytelling. Les politiques, ils doivent persuader des foules. Et comme je viens de vous le dire, plus l'auditoire est large, plus les arguments rationnels perdent de leur valeur et plus j'ai intérêt à raconter une histoire. Les marketeurs, ils savent que nos décisions d'achat ne sont pas vraiment rationnelles. Il y a plein de gens qui ont fait des études là-dessus, des marketeurs et puis des psychologues aussi, et qui se sont rendus compte que le petit déclic, le truc qui fait que tu vas l'acheter, cette paire de chaussures, souvent, c'est pas si rationnel que ça. D'ailleurs, je vous inviterai après notre webinaire d'ouvrir grand votre placard où se trouvent toutes vos chaussures et de vous dire quelles sont les chaussures que j'ai achetées suite à une décision rationnelle. À mon avis, il n'y en aura pas beaucoup. Probablement que vous les avez plutôt achetées parce que vous avez eu envie de les acheter. C'est ça le principe du storytelling. Je te donne envie de faire quelque chose. Je ne donne pas simplement de bonnes raisons de le faire, je te donne envie de le faire. Et puis le management s'en est emparé aussi parce qu'il y a une injonction chez les managers qui est qu'ils doivent être des leaders. Ouh là 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 là, malheureux manager, tu as l'injonction d'être un leader. Non seulement on te demande de bien organiser ton travail, de fixer des objectifs avec des deadlines, de faire du reporting, d'organiser tout ça, mais en plus on te dit c'est pas suffisant. Il faut que tu sois un leader, il faut que tu donnes envie à tes équipes de te suivre. Et le storytelling, c'est tout simplement excellent pour ça. Voilà pourquoi le storytelling, cette histoire qui est vieille comme le monde, voilà pourquoi elle a repris du poil de la bête depuis un certain temps. Et voilà pourquoi c'est en anglais, parce que c'est vrai que le marketing, les anglo-saxons ont eu une longueur d'avance là-dessus. Le manager leader, ça vient beaucoup des pays anglo-saxons également. Et les hommes politiques, notamment aux États-Unis, ont des speechwriters, des gens qui leur écrivent leurs discours, qui écrivent des histoires. Et ils ont des traditions d'histoire. Pensons tous au fameux et magnifique discours de Martin Luther King, I have a dream. Ça s'adresse typiquement à nos cœurs, à nos valeurs, et pas
à notre cerveau rationnel. Voilà pourquoi le storytelling, messieurs, dames. Alors, à ce stade, et puis après, on va voir comment ça marche, cette chose-là. Eh bien, peut-être vous avez des questions. Si c'est le cas, c'est à vous d'ouvrir la fenêtre converser et de poser vos questions. Et Julien et Alix vont regarder tout ça. Moi aussi, d'ailleurs, je vais regarder tout ça. Et je vais plutôt y répondre. Donc, dans la fenêtre conversée, si vous avez une question, une remarque, n'hésitez pas. Pendant ce temps, je bois un verre d'eau. Alors, 3 questions que je vois apparaître. Une question d'Éric. Y a-t-il une recette ou une démarche pour faire du storytelling? Oui, ben c'est justement ce qu'on va voir après. On va voir la démarche, on va voir le comment. Comment ça marche. Alors, Charlotte, le storytelling et Aristote. Waouh, excellent. Peut-être que Charlotte, vous faites référence à Aristote, ethos, logos, pathos. C'est peut-être à ça que vous faites référence. Alors que je vous réponds rapidement. Aristote, il s'est intéressé justement à comment convaincre une foule. Parce qu'il vivait dans la Grèce antique et il y avait un truc génial qui avait été inventé il y a peu de temps auparavant, qui était la démocratie. Et en démocratie, eh ben, il va falloir inviter les gens à voter pour nous. On ne peut pas se contenter de prendre un gros bâton et leur taper sur la tête, il faut les convaincre ou les persuader de voter pour nous. Et Aristote, il s'est posé la question, qu'est-ce qui fait que je vais avoir des bonnes raisons et envie de voter pour toi? Et là, il a fait une espèce de triangle, ethos, logos, pathos. Ethos, E-T-H-O-S, ça concerne l'orateur et on reconnaît le terme français éthique. Aristote nous dit, si tu veux que je vote pour toi, il faut que j'ai une bonne image de toi. Il faut que je considère que tu es quelqu'un de bien, quoi. Tu es un homme honnête, tu vas savoir prendre les bonnes décisions, tu connais les choses, tu n'es pas, voilà, hein, t'es pas un menteur, tu n'es pas un filou. Si je me dis ce type est un filou, c'est un manipulateur, quoi que tu me dises, il y a peu de chances que je vote pour toi. Il faut qu'il y ait un bon ethos. Il faut aussi qu'il y ait un bon logos. Derrière logos, on pense à la logique, hein, c'est la même racine. Là, ce que nous dit Aristote, c'est si tu veux que je vote pour toi, il faut me tenir un discours qui tienne la route, quoi, qui soit logique. Il ne faut pas me raconter des sornettes. Hein. Et donc, c'est le côté convaincre, avec des arguments logiques qui tiennent la route. Et puis Aristote, qui n'était pas la moitié d'un imbécile, il a dit il faut aussi qu'il y ait du pathos. Et le terme français qu'on reconnaît, c'est le terme empathie. Ça a la même racine. Il disait si tu veux que je vote pour toi, il faut aussi toucher mon cœur. Tu es quelqu'un de bien, tu as un bon ethos. Ce que tu me dis me semble raisonnable. Et en plus, tu sais toucher mon cœur. Alors, je vais voter pour toi. Et là, on touche une des limites du storytelling chez les politiques. C'est que certains politiques ont tellement abusé du storytelling qu'ils ont perdu leur ethos. C'est-à-dire que les gens disent, ouais, tout ça, c'est des histoires. Vous nous baratinez. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand on vous a élu et que vous êtes aux manettes, vous ne faites pas ce que vous avez dit que vous feriez dans vos jolis meetings. On s'est fait avoir. Il y a un vrai problème aujourd'hui avec ça, hein, qui est l'abus de storytelling par certains hommes politiques. Alors, voilà, j'ai fait une réponse peut-être un peu longue, mais voilà, comme on m'a branché sur Aristote, est-ce qu'on peut mélanger les deux types de discours, nous dit Sylvie? Oui, bien sûr. Et moi, je vous invite à mélanger les deux types de discours. Parler à la tête des gens avec des arguments rationnels et parler à leur cœur. Le risque, c'est que si vous ne parlez qu'à leur cœur, c'est que d'abord, vous avez quand même des gens qui vont dire oui, t'es sympa, tu me fais rêver, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la logique derrière tout ça? Donc oui, il faut mettre les deux. Dans le monde des entreprises, incontestablement, il faut mettre les deux. Comment éviter que les équipes voient le manager comme un raconteur d'histoire? Et oui, oui, c'est le fameux ethos, hein, l'ethos du manager.
une bonne façon d'éviter ça, c'est que le manager soit lui-même, comme on dit en anglais, a role model, c'est-à-dire qu'il est exemplaire de ce qu'il dit aux gens de faire. Parce que c'est sûr qu'un manager qui me raconte une belle histoire, qui me fait rêver, qui enclenche ma fierté, etc., puis je me rends compte qu'en fait, lui, il fait tout le contraire, ben, à un moment, je vais dire, il n'a pas d'éthos. Voilà, celui-là, hein, c'est un baratineur. Donc, évidemment, il faut faire attention à ça. Est-ce qu'il y a une forme de manipulation dans la persuasion? Il peut malheureusement y en avoir une. Ouais, c'est incontestable. Incontestablement. Alors, il y a un essayiste français qui a travaillé là-dessus. Il s'appelle Christian Salmon. Il a écrit un livre qui s'appelle Storytelling, l'art de manipuler. Voilà. Et lui, il considère qu'en effet, les politiques, les marketeurs et le management moderne a tendance à nous manipuler et que c'est une erreur. Voilà. Donc, oui, il peut y avoir de la manipulation. Quid du storytelling dans une recherche d'emploi? Ah, là, j'ai pas la réponse, mais peut-être on va la trouver ensemble quand je vais vous montrer comment ça marche. Peut-on utiliser le storytelling dans toutes les organisations, entreprises publiques, administrations publiques? Ah, ça c'est intéressant. Je pense que oui, mais le fait est que en France, on est quand même au pays de Descartes. Moi, j'ai habité aux États-Unis et au Canada. C'est là-bas que j'ai découvert le storytelling dans le monde des entreprises. Et c'est vrai que les Français ont moins d'appétence pour ça. Parfois, ils disent « Attends, vous êtes en train de nous baratiner là ». Et je me rappelle, il y a des années, d'avoir fait des formations pour des hauts fonctionnaires du ministère des Finances. Ils étaient très récalcitrants par rapport au storytelling, parce qu'ils étaient dans cette logique de la fonction publique qui est on convainc les gens avec des arguments rationnels. Le storytelling, c'est du vent. Donc, à utiliser, pourquoi pas, Samuel, avec précaution. Hein. Petit, on me disait souvent, arrête de raconter des histoires, sous-entendu, inutile de mentir, le storytelling est-il forcément une forme de mensonge? Non, ce n'est pas forcément une forme de mensonge. Et je pense qu'il faut avoir une éthique du storytelling. C'est-à-dire, il faut avoir un objectif. Qu'est-ce que je veux avec ça? Si mon but, c'est de manipuler les gens, de leur faire des choses qu'autrement, ils ne feraient pas. Parce que s'ils avaient toutes les informations, jamais ils feraient ça. Donc moi, je leur cache des trucs, je leur raconte une belle histoire, ils le font. Attention, le grand danger, notamment dans le management, c'est qu'au bout d'un moment, ils vont s'en rendre compte. Et ils vont avoir l'impression de s'être fait berner. Et dès que je vais ouvrir la bouche, ils vont dire « arrête de nous baratiner ». C'est ce fameux ethos d'Aristote. Hein. Donc attention à ça. Pas à toutes les sauces. Alors, pour présenter un PowerPoint professionnel en webinar, je ne sais pas très bien ce que veut dire cette question. Est-ce qu'on peut utiliser PowerPoint en storytelling? Oui, il ne faut pas en abuser. En tout cas, l'art de la narration a été inventé bien avant PowerPoint. Hein. Ça, on est d'accord. PowerPoint, c'est un logiciel qui a 30 ou 40 ans. Mais l'art de la narration a été inventé bien avant. Voilà, allez, on va maintenant mettre le capot dans le moteur et voir comment ça marche, le storytelling. Alors, eh ben, je vais vous redonner la parole tout de suite dans le chat en vous demandant de mettre, à votre avis, c'est quoi les ingrédients d'une bonne histoire? Dans une bonne histoire, il y a quoi? Donc, allez-y. Hein, brainstormons tous ensemble. Donc, dans la fenêtre de chat, vous notez ça. Dans une bonne histoire, qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah là, vous avez plein d'idées. Hein, plein d'idées. Ben oui, parce que des histoires, on nous en raconte depuis qu'on est petit. Hein. Avant de dormir, on nous racontait une histoire. Donc, évidemment, il y a beaucoup de choses. Alors, je ne vais pas tout lire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai même l'impression que je vais servir à rien parce qu'en fait, vous savez déjà tout.
Donc, je vois, oula, un incipit, nous dit quelqu'un, on a un spécialiste là, hein, du silence, un déroulé, une chute, de la crédibilité, une chute, une morale, de la surprise. Il était une fois, en finissant par une fin heureuse, le happy ending, du mystère, un événement inattendu, de la sincérité, un début qui présente le héros et son environnement, un élément perturbateur, un climax avec la résolution du problème soulevé. Alors, on a un spécialiste, là, Massan a l'air de savoir plein de choses sur le storytelling. Raconter l'ADN, susciter la curiosité, mettre en avant ses origines, son savoir-faire, des valeurs humaines. Très bien, très bien. Alors, eh ben, on va regarder tout ça ensemble. Hop là. Et on va découvrir une chose qui s'appelle le schéma actantiel. Ah, j'espère que je vous épate là, hein, le schéma actantiel. Oh, je pourrais dire le schéma narratif, mais schéma actantiel, ça sonne mieux quand même. Petite précision pour ceux qui ont des enfants qui sont au collège, vous pourrez leur parler du schéma actantiel après, parce que normalement, c'est quelque chose qui est au programme du collège. Je ne sais pas en quelle année, mais je me souviens que mon fils, et quand j'ai parlé du schéma actantiel, il m'a dit « Ah ben oui, oui, papa, on en a parlé à l'école du schéma actantiel. » Que je vous explique comment ça marche. En fait, les narratologues, ne riez pas, ça existe ce métier, les narratologues, les spécialistes des récits, ils ont observé une chose, c'est que d'abord, les récits existent depuis la nuit des temps, et en fait, les récits, ils existent dans toutes les cultures, à toutes les époques, et ils suivent pratiquement toujours le même cheminement. Ou en tout cas, on retrouve quasiment toujours les mêmes ingrédients dans une histoire. Et ils ont appelé ça le schéma actantiel. Et on va voir à quoi ça ressemble ce schéma actantiel. Le voilà. Une tension, un héros ou une héroïne, une mission, une intrigue et un dénouement. Voilà les 5 étapes du schéma actantiel. On va regarder ça d'un petit peu plus près en prenant chacune de ces étapes. Tout commence avec une tension. Le principe de la tension, c'est quoi? C'est que dans une bonne histoire, il y a une tension, il y a un problème, voire des problèmes, il y a une menace, il y a peut-être un équilibre qui est menacé, il y a peut-être quelque chose qui cloche ou qui pourrait bien se mettre à clocher. Et cette tension, ça peut être quelque chose qui existe déjà, que les gens ont sous le nez. Hein. Bon, alors en ce moment, avec le Covid, évidemment, des tensions, on en a plein. Hein. Dans les entreprises, ce n'est pas la peine d'aller chercher loin. Il y a des entreprises qui ont d'énormes problèmes, évidemment, voire des problèmes de survie. Mais ça peut être aussi une tension qui est créée pour l'occasion. Et le marketing est très bon pour créer chez nous des tensions dans le but ensuite de nous faire acheter quelque chose. Vous voyez, par exemple, imaginons que j'adore manger du chocolat. Voilà, ça c'est un truc que j'aime. Moi, quand je suis face à une tablette de chocolat, je craque et je mange toute la tablette. Bon, bah, tout va bien. Sauf qu'il y a une tension, il y a un problème. Le chocolat, ça fait grossir. Et j'ai tendance à prendre du poids. Et là, le marketing va s'emparer de cette tension qui existe en moi. J'aime le chocolat, mais ça fait grossir. Et il y a une menace pour ma santé. Et il y a une menace, je ne vais plus pouvoir rentrer dans mon maillot de bain. Et il va essayer de nous vendre, peut-être, je ne sais pas si ça existe, le chocolat qui ne fait pas grossir. Voyez. Donc, des fois, la tension, elle est créée pour l'occasion. On peut aussi créer la tension avec des effets rhétoriques. Donc, tension, problème, menace. Cette tension, elle est existante. Elle peut exister parfois chez moi et pas chez les autres. J'ai une tension, j'ai une frustration, j'ai un désir non assouvi. Et j'aimerais qu'il se passe quelque chose. Peut-être que les autres n'en sont pas conscients, mais il y a quelque chose qui se passe en moi. Là aussi, avec le Covid, il y a des gens qui disent finalement, cette épidémie, ça m'a fait réfléchir sur ma vie. Et je me rends compte que ma vie, elle est un petit peu vide de sens. Et que faire 3 heures de transport en commun tous les jours et aller travailler pour faire des tableaux de reporting, tout ça, ça n'a pas beaucoup de sens. Je suis frustré, il y a une tension qui est en moi. Vous voyez, ça, c'est un des grands principes du storytelling. Et il y a un truc à garder en tête, qui est le suivant. La tension crée l'attention. La tension
crée l'attention. S'il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'attention. Là, c'est intéressant parce qu'en fait, le storytelling, il se nourrit des problèmes. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire. Hein. Pensez au dernier roman que vous avez lu, pensez à la série Netflix ou la série ce que vous voulez que vous regardez en ce moment à la télé le soir, pensez au dernier film que vous avez été voir, je suis sûr que ça regorge de tension. Ou alors ça s'appelle les bisounours, mais je pense qu'on a tous passé l'âge des bisounours. Bah oui, ça ne nous intéresse plus, hein, grosso modo. Passé l'âge de 4 ou 5 ans, tu as envie qu'on te raconte des histoires où il y a de la tension, où il y a des méchants, où il y a des problèmes, parce que c'est ça qui attire ton attention. Donc voilà, ça c'est un principe de base. La tension crée l'attention. Ensuite, il y a un héros. Il y a un héros. Alors, le héros, ça peut être une personne réelle, d'accord. Parfois, c'est une personne qui est dotée de pouvoirs surnaturels. Superman, voilà, Superman, bah oui, c'est une personne réelle, mais qui de temps à autre devient Superman et dotée de pouvoirs surnaturels. Mais ce n'est pas forcément une personne, et là je m'adresse en particulier à ceux d'entre vous qui travaillent dans le monde de l'entreprise. Le héros de l'histoire, ça peut également être non pas une personne, mais un groupe de personnes, une équipe de personnes, peut-être votre équipe. Ça peut être un produit qui va être le héros de l'histoire. Ça peut être un service que vous vendez à des clients et qui va être le héros de votre histoire. Ça peut être une solution que vous proposez à vos clients ou à vos... et qui va être et qui va être ce que vous allez chercher avant. Et du coup, le service ou la marque, hein, votre marque peut être le héros d'une belle histoire. Donc ça, c'est une chose à garder en mémoire, à avoir en tête. Le héros, ça peut être une personne ou pas. Ça peut être aussi un produit, un service, etc. Et dans le monde de l'entreprise, souvent, ce n'est pas forcément une personne. Troisième étape de notre schéma actentiel, la mission. Notre héros, j'ai mis the, pardon, je suis un ancien prof d'anglais. Le héros, pas the héros, le héros, il est investi d'une grande et belle mission. Ah oui, j'insiste, une grande et belle mission. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une mission, ce n'est pas juste une tâche. Ce n'est pas juste le truc qui traîne dans ta to-do list et qu'il faut que tu penses à faire, mais tu procrastines, tu le feras demain. Non, 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 non. C'est beaucoup mieux que ça. Vous voyez, par exemple, imaginons que avant d'animer ce webinaire, j'ai un PowerPoint et puis je me suis dit, bon, je vais quand même faire une copie papier de mes diapos. Et donc, j'ai lancé mon imprimante. Et puis là, bam, je me rends compte qu'il n'y a pas d'encre dans l'imprimante. Ah, zut, il faut que je change la cartouche d'encre. Ça, c'est une tâche. Il faut que je change la cartouche d'encre. Je vais chercher la cartouche d'encre dans mon placard. Je change la cartouche et je relance l'impression. On ne parle pas d'une mission, là, on parle d'une tâche. On est d'accord. Mais maintenant, imaginons que ce n'est pas le PowerPoint de ma présentation que je veux imprimer, c'est un traité de paix entre deux pays et finalement, ils vont faire la paix, ils vont signer le traité et ce traité, il faut l'imprimer. C'est moi qui dois l'imprimer et je commence à l'imprimer et là, je me rends compte qu'il n'y a pas d'encre dans l'imprimante. Ah, il faut que je change la cartouche d'encre et il n'y en a pas non plus dans mon placard. Il va falloir que je trouve une cartouche d'encre vite, vite, vite avant que les deux ennemis décident de ne plus faire la paix. Là, évidemment, ça devient une mission. Ça devient une grande et belle mission. Je n'ai pas juste une tâche à accomplir. Ce que j'ai à accomplir, c'est quelque chose qui a du sens. Le principe de la mission, c'est quelque chose qui a du sens. Et en fait, c'est quelque chose qui va soulager la tension initiale. Il y a une tension. Et le héros a une grande et belle mission qui est de soulager cette tension. Voilà le principe de la mission. Gardez en tête que la mission, elle est censée être, entre guillemets, grande et belle. Que du coup, ça met le héros du côté du bien, qui fait des belles choses. Et que le héros et ses alliés seront fiers d'avoir accompli la mission. Alors là,
on comprend un petit peu mieux quand on connaît la culture américaine. Moi, je connais bien la culture américaine parce que j'ai habité là-bas, que ça plaît beaucoup aux anglo-saxons. Parce que chez les anglo-saxons, il y a un côté messianique. On est là pour faire le bien, on est là pour rendre le monde meilleur. Si vous écoutez le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, il vous dit, voilà, le but de Facebook, c'est de rendre le monde meilleur, c'est de faire que les gens communiquent entre eux, etc. Il y a ce côté, cette grande et belle mission, qui ne correspond pas forcément au business model de l'entreprise, mais il y a ce côté grande et belle mission, et ça leur plaît. Pour nous, Français, qui sommes cartésiens, bon, des fois, on dit laisse tomber, là, rendre le monde meilleur, il ne faut pas pousser non plus. Hein. On fait avant tout du business, on vend des trucs. Voilà. Mais ça plaît beaucoup aux anglo-saxons. Donc, une grande et belle mission. Et puis, il y a une intrigue. Et oui, il y a une intrigue. Dans une histoire, il se passe des choses. Alors, cette intrigue, c'est vraiment le déroulé de notre histoire. C'est ce qui va la rendre palpitante, bien sûr. Et ce qui sera important, c'est que dans cette histoire, il va y avoir des hauts et des bas. Tout ne va pas être rose. Le héros ne va pas accomplir sa grande et belle mission, paf, d'un coup d'un seul. Pas du tout. Non, 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 non. Le héros, il va rencontrer des tas de problèmes. Et vous qui allez écouter son histoire, vous allez vivre l'ascenseur émotionnel. À un moment, vous allez avoir peur, et puis vous allez être soulagé. Et puis tout d'un coup, vous allez avoir peur à nouveau, et vous allez être soulagé. Et puis vous allez être surpris, et puis vous allez comprendre, etc., etc. Et tout l'art du storytelling, c'est ça. C'est de faire vivre cet ascenseur émotionnel dans l'histoire qu'on raconte pour que les gens soient captivés et qui boivent nos paroles. Alors, les scénaristes d'Hollywood et les scénaristes des séries américaines, ou même des séries françaises d'ailleurs, ils ont très bien compris le truc. Quand on regarde une série, on passe notre temps à osciller entre des moments de tension et de soulagement, et de tension et de soulagement. Et généralement, à la fin d'un épisode, le scénariste, il nous a mis une petite tension supplémentaire. Pourquoi? Pour nous donner envie de voir l'épisode d'après, évidemment. Alors, dans une intrigue, il y a des choses qui se passent, et puis il y a des personnes aussi. Hein. Il y a des alliés qui nous aident, il y a des opposants qui nous savonnent la planche, il y a des traîtres, des alliés qui sont devenus des traîtres. Alors là, on leur en veut terriblement, mais c'est ça aussi qui fait tout le sel d'une histoire. Dans le monde de l'entreprise, ça peut être des gens, mais ce n'est pas forcément des gens. Ça peut être nos forces. Hein. Nos alliés, c'est qu'on a, on a des points forts. Bah, nos opposants, c'est qu'on a des faiblesses. Nos opposants, c'est la compétition qui est autour de nous. Ça peut être des angoisses, ça peut être des soulagements. Donc, de même que le héros n'est pas forcément une personne, de même, les alliés, les opposants, les traîtres ne sont pas forcément des personnes, en tout cas dans le monde business. Voilà, ce qu'on garde en tête là, c'est que une présentation créée sur le mode storytelling, c'est une présentation qui alterne constamment entre des moments de tension et des moments de soulagement. Il y a cette alternance constante. Tension and relief, j'ai mis le terme anglais, désolé, tension, soulagement en français. Donc il y a des écueils, puis il y a des ouvertures, il y a des échecs, il y a des succès, il y a des opposants, il y a des alliés, il y a des faiblesses, il y a des forces, il y a des risques et des opportunités, il y a des frustrations et des fiertés, etc., etc., etc. Et c'est ça qui capte notre attention, évidemment. Et puis on arrive maintenant au dénouement. Il y a un dénouement dans une histoire. Alors, pas forcément heureux le dénouement, mais un dénouement. Il peut être heureux, c'est le happy ending, bien sûr. Le happy ending, c'est quoi? C'est que la tension initiale, elle a été soulagée. Hein, mission accomplie. Oh, on est tous super fiers d'avoir participé à ça. Mais parfois, elle n'est pas accomplie, elle est en voie d'accomplissement. Et on veut pousser les gens à accomplir cette grande et belle mission qui consiste à soulager la tension. Donc parfois, c'est du happy ending. Mais le dénouement, ce n'est pas forcément non plus du happy ending. Parfois, c'est une morale, c'est une leçon qu'on a apprise. Le héros, il a traversé des épreuves, il a appris des choses, et il est devenu meilleur. Et il a envie de transmettre ça aux autres. Ça aussi, les Américains, ils adorent. À la fin du film, le héros, non seulement il a sauvé le monde, mais en même temps, il est devenu une belle personne. Il s'est révélé à lui-même.
Ils adorent ça. Notez bien que nous, la morale de l'histoire, c'est assez ancré aussi dans la culture française, parce que c'est le grand principe qu'a utilisé un grand écrivain français qui est Jean de La Fontaine. Les fables de La Fontaine, ça se termine par une morale. Ben oui, le corbeau et le renard. À la fin, il n'y a pas de happy ending pour le corbeau. Malheureux corbeau, il s'est fait flatter par un renard qui lui a dit « Oh là là, qu'est-ce que vous êtes beau !» Il dit « Ah, si en plus vous chantez bien, là, c'est vraiment génial !» Il s'est laissé avoir, il a ouvert son bec pour se mettre à chanter, boum, le fromage est tombé et le renard a mangé le fromage. Et là, La Fontaine s'adresse à nous et il nous dit « Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Alors, il s'adresse au corbeau, mais en fait, il s'adresse à nous, évidemment. Hein. Il nous dit, faites attention, hein, si on vous flatte, c'est peut-être bien qu'on a une idée derrière la tête, ça revient à la manipulation de tout à l'heure. Et donc, il peut y avoir une morale. Ça, c'est intéressant aussi, notamment pour ceux d'entre vous qui sont des managers. Hein, quand vous traversez des choses, vous traversez des épreuves, vous vous plantez, ça arrive, hein, on se plante parfois, voilà, on a lancé un produit, ça n'a pas marché, on a mal géré une situation, ok, il n'y a pas de happy ending, mais est-ce qu'on n'a pas appris quelque chose? Soit je réussis, soit j'échoue, et quand j'échoue, j'apprends, et donc je n'ai pas totalement échoué. Et dans le storytelling, il peut y avoir vraiment cette dimension-là, on a appris quelque chose, et on veut le raconter aux autres. Et donc, on peut avoir vécu en effet des échecs, mais on a appris. Voilà, donc, autre caractéristique du storytelling, un dénouement, ça peut être un résultat tangible, mais ça peut être une morale. Et là, on va parler en storytelling du voyage du héros. Le héros a traversé des épreuves. Il a réussi ou pas réussi, mais en tout cas, il a appris des choses. Il a appris des choses qui valent la peine d'être racontées aux autres. Voilà comment ça marche. Alors, je vais relancer les questions. J'ai deux questions, Marc. Ah, tu en as déjà deux. Très bien. Vous pouvez les uns les autres continuer à en écrire, mais je vais commencer à répondre aux deux questions. Alors, la première question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a forcément une urgence dans le cadre de la mission qui est confiée au héros? Ah, alors, il n'y a pas forcément une urgence, mais souvent dans une bonne histoire, il y a ce qu'on appelle un déclencheur. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on s'est dit, ça ne peut plus durer. Il faut faire quelque chose. C'était une situation qui était acceptable, peut-être elle n'était pas top, mais bon, ça marchait quand même. Et puis, il s'est passé un truc où là, le héros se dit non, il faut faire quelque chose. On appelle ça le déclencheur en storytelling. Mais il n'y a pas forcément une urgence. Peut-être qu'on a des habitudes qui fonctionnent plutôt bien, mais à un moment, on a envie de dire aux gens, mais il faudrait peut-être les changer, ces habitudes-là, hein, parce qu'on est très confortablement installé dans nos habitudes, mais il y a plein de choses qu'on ne voit pas, qu'on loupe. Donc, il n'y a pas une urgence perçue, forcément. Il y a plutôt cette notion de déclencheur. Deuxième question, c'est il y a des séries qui sont programmées et qui tout d'un coup sont déprogrammées et du coup il n'y a pas de fin, donc pas de dénouement. Est-ce qu'un storytelling où il n'y a pas de dénouement est quelque part raté? Non. Alors, si la série elle est déprogrammée et qu'il n'y a pas de fin, sans doute vous allez vivre une certaine frustration. Hein. C'est ce que disait Karl, c'est une question de Ouais. Karl. Eh oui, mais alors, l'avantage de la frustration, c'est que ça fait partie du storytelling. Ça crée une tension en vous, Karl. Ouais, je veux voir la suite, je veux voir la suite. Bon, évidemment, si vous ne pouvez pas la voir, ça va être ennuyeux. Peut-être que vous irez la télécharger sur Internet parce que vous voulez absolument voir la suite, parce que les scénaristes de la série, ils ont créé une tension à la fin d'un épisode qui vous donne envie de voir la suite, mais malheureusement, pour une raison que j'ignore, elle a été déprogrammée. Donc voilà. Maintenant, il y a des never-ending stories, comme on dit en anglais, hein, des histoires qui ne se terminent jamais. Et dans le monde de l'entreprise, il y a des histoires qui ne se terminent jamais parce que les entreprises, elles continuent. Et il y a des nouveaux concurrents qui arrivent sur le marché et bam, ça leur met un coup sur la cafetière et il faut trouver des solutions, etc. etc. Voilà. Alors, n'hésitez pas à écrire d'autres choses si vous avez d'autres questions. Je ne vois rien. Bon. Donc, soit c'était clair, soit vous avez complètement décroché. Ça peut arriver.
Ce que je vous propose maintenant, c'est euh, de regarder un extrait d'une présentation qui est faite en mode storytelling. Je ne connais pas la personne qui l'a fait, personnellement, je ne la connais pas, elle s'appelle Noémie Mermet. Elle a gagné un concours qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ce concours. L'idée de Ma thèse en 180 secondes, c'est que ce sont des thésards, donc des chercheurs, qu'a priori qui font des recherches sur des choses assez ardues. Et leur gros problème, c'est comment expliquer ce que tu fais comme recherche. Les gens n'y comprennent rien, quoi. Et dans Ma thèse en 180 secondes, en fait, l'idée, c'est qu'on va leur dire, vous n'allez pas simplement nous expliquer vos recherches, vous allez nous les raconter. Et là, avec un peu de chance, ça va mieux accrocher. Et tous les ans, il y a un concours comme ça. C'est un concours francophone. Hein. Il y a des Français, des Belges, des Suisses, des Québécois qui font ce concours. Peut-être des gens de l'Afrique francophone aussi, je ne sais pas. Et là, on va regarder une vidéo qui dure donc 3 minutes, pile poil 3 minutes, où Noémie Mermet nous parle de ses recherches. Alors, je vois qu'il y a des nouvelles conversations. Oui, oui, c'est aussi lié à la question précédente Mmh, sur le fait de faire du storytelling dans le cadre d'une recherche d'emploi. mmh. Oui, après, si vous faites du storytelling dans le cadre d'une recherche d'emploi, par exemple, une question que vous pouvez vous poser, c'est euh, imaginons que je sois le héros, hein, et je vais être celui qui va résoudre la tension qui existe chez mon employeur. Et mon employeur a de très bonnes raisons de m'embaucher parce que j'ai une compétence qui fait que je vais pouvoir l'aider à résoudre cette tension. Et on pourrait imaginer qu'on se présente comme ça, qu'on raconte son histoire. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on se présente comme le héros d'une histoire, mais il ne faut pas dire je suis le héros, parce que là, on va vous accuser de ne pas être très modeste. Je précise évidemment que quand on fait une présentation storytelling, les termes héros, mission, etc., on ne les utilise pas. Mission éventuellement, mais héros, on n'utilise pas ça. Hein. Euh, c'est une image. Euh, donc il y a ça. Après, dans une recherche d'emploi, ça peut être aussi, plutôt que de faire votre CV, de dire voilà, j'ai commencé, j'ai fait ça, et puis après j'ai été embauché là, j'ai passé 5 ans là, etc., de le raconter comme une histoire. Voilà, j'ai passé 5 ans là. Et puis là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais des désirs non assouvis. Et du coup, j'ai changé de métier. Je me suis formé, j'ai fait autre chose. Et là, j'ai découvert que, vous voyez, c'est un peu, vous savez, ce que je disais tout à l'heure, c'est le voyage du héros. On pourrait imaginer que vous fassiez ça comme ça. Raconte-moi ton histoire. Ça peut être une très bonne chose. Et la question de Steph, qui avait la question dans le cadre d'une recherche d'emploi tout à l'heure. Et là, la question de Steph, c'est face à un client. En tant que partenaire, est-ce que je peux l'utiliser face à un client? Oui, oui, on peut tout à fait l'utiliser face à un client. Il va falloir mettre, attention, le bon dosage. Hein. Face à un client, peut-être que vous allez quand même mettre du raisonnable, du rationnel. Vous vous souvenez, hein, tout à l'heure, on convainc avec des arguments raisonnables et on persuade avec des arguments qui résonnent, qui sont dans la résonance. Il ne faut pas y aller que dans la résonance, parce que sinon votre client, il risque de vous dire, bah, attendez, dites-moi le prix quand même, dites-moi ce que ça fait, votre truc. Mais oui, vous pouvez en instiller à l'intérieur, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Autre question, c'est comment juger de la sincérité du storyteller? Bah, c'est avec le temps. C'est avec le temps. C'est-à-dire, c'est après coup, quand on l'a vu à l'œuvre, que on va se dire, en fait, je me suis fait baratiner. C'est juste un bon narrateur. Il sait très bien raconter les histoires, mais en fait, on s'est fait avoir. C'est évidemment un des gros problèmes des hommes politiques. Hein. Je pourrais vous donner un exemple avec la campagne électorale de François Hollande quand il a été élu. François Hollande, c'est toujours d'ailleurs un homme politique qui est Parti socialiste, mais plutôt l'aile un peu centriste du Parti socialiste, hein, et social-démocrate, on va dire. Bon, et puis peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, euh, au meeting du Bourget, entre les deux tours de la présidentielle, il a fait une grande randonnée lyrique et storytelling en disant « J'ai un ennemi », vous voyez, l'ennemi.
J'ai un ennemi, cet ennemi n'a pas de nom, il n'a pas de visage, c'est le monde de la finance. On est en plein dans le storytelling, hein, c'est-à-dire qu'il se pose comme un héros qui va aller battre un ennemi invisible qui est le monde de la finance. Et bah c'était une très bonne trouvaille parce qu'il a été élu. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il a fait ça parce qu'il savait qu'il avait un positionnement plutôt centre-gauche, on va dire. Mais que pour être élu, il fallait qu'il rassemble son camp. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il rassemble la gauche de la gauche. Or, la gauche de la gauche n'aimait pas François Hollande. Ils avaient un autre champion qui était Jean-Luc Mélenchon. Comment aller les chercher, ces gens-là? Eh bien, en leur racontant une belle histoire. Vous détestez le monde de la finance, eh bien moi aussi. Voyez, soyez mes alliés, je suis le héros qui va défaire le monde de la finance. Puis après, il est arrivé aux manettes. Alors, il a fait très temporairement un impôt de 80% sur je ne sais plus quoi, les hautes fortunes, enfin peu importe. Et puis très vite, il a changé son fusil d'épaule. Et en fait, il est revenu à sa couleur politique plus traditionnelle, qui est centre-gauche. Et là, le résultat, c'est que les électeurs de la gauche se sont dit, on s'est fait avoir. Il nous a baratinés. Et c'est là qu'il y a eu les frondeurs, pour ceux qui s'intéressent à la politique, au sein du Parti socialiste, il y a eu les frondeurs, les gens qui ont dit « François, tu nous as menti, tu nous as baratinés ». Jean-Luc Mélenchon lui a envoyé un énorme scud en disant « c'est un capitaine de pédalo ». Vous voyez, bonjour le héros, hein, un capitaine de pédalo. Voilà, c'est pas du tout le dragon qui va terrasser le monde de la finance. Et ça lui a coûté extrêmement cher, évidemment. Voilà. Il y a une autre question de Anta qui nous dit storytelling et lobbying vont-ils de pair? Bah, le lobbying utilise le storytelling. Ouais, le lobbying cherche à présenter sous un bon jour quelque chose. Hein, il cherche à montrer que, alors je ne sais pas quel exemple on pourrait trouver. Prenons l'exemple des marchands de tabac. Bon, hein, je ne sais pas comment on les appelle, les débits de tabac. Bon, on pourrait dire c'est pas bien vendre du tabac. Ils ont un lobbying, hein, le lobby des marchands de tabac, je ne sais pas comment il s'appelle, mais je pense qu'il y en a un. Ils vont évidemment pas dire aux hommes politiques quand ils vont les voir, c'est marchands de tabac, vous savez, c'est important vendre du tabac parce que le tabac c'est bien, non, le tabac c'est pas bien. Mais ils vont utiliser d'autres arguments. Ils vont dire voilà, le café, le bar tabac, c'est le lieu de la convivialité, hein, c'est le lieu où les gens se retrouvent. Et notre marchand de tabac, on l'aime, on le connaît, c'est celui qu'on rencontre tous les jours. Et ils vont utiliser des choses comme ça pour montrer sous un bon jour que les marchands de tabac sont là pour rendre le monde meilleur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Voilà, le héros est là pour rendre le monde meilleur. Donc oui, le lobbying utilise ça, entre autres choses. C'était tout pour les questions, Marc. C'était tout. Bon, est-ce que tu penses, Julien, qu'on a le temps de regarder la vidéo? Parce que je vois qu'il est 18h. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Moi, je pense qu'on peut regarder la vidéo et on conclut juste après la vidéo. Et on conclut juste après la vidéo. Ok, alors on va faire ça. Du coup, il faut que je partage ma vidéo. Que voilà. Julien, est-ce que tu la vois? Oui. Parfait. Donc, avec un peu de chance, les gens la voient aussi. Normalement. Donc, comme je vous ai dit, ma thèse en 180 secondes, ça dure 3 minutes. Mais ça va faire un petit peu plus de 3 minutes parce que je vais l'interrompre de temps à autre pour vous montrer comment elle s'y prend. En plus, vous allez voir, c'est une très bonne oratrice. Elle s'appelle Noémie Mermet. Franchement, elle est excellente dans tous les domaines de la prise de parole. C'est clair que si tu as une super histoire, mais que tu es un très mauvais orateur, tu fais rien avec ton corps, tu as une voix pas du tout modulée, tu n'es pas du tout souriant, ça ne va pas bien marcher. Elle fait ça très, très bien. Julien, si tu n'entends pas le son, tu vas me le dire, évidemment. Je vais mettre ça en plein écran. Voilà. Et c'est voilà le sujet. C'est un peu fort, Marc. Si tu peux juste un tout petit peu baisser le son. D'accord. Alors, je ne sais pas très bien comment le baisser. C'est le baisse là, voilà. Juste là. Voilà, tu mets à moitié et ça devrait aller. OK. Voilà. Bon, voilà le sujet. Ça fait rêver, hein. L'implication des récepteurs 5-HT2A dans la modulation des interneurones PKC gamma, le petit Y, ça se dit gamma, je ne savais pas, dans un contexte d'allodynie. Waouh! Bon, a priori, c'est un sujet d'expertise. C'est de la neurologie, en fait. Hein.
Donc on se dit, on ne voit pas comment on va faire du storytelling là-dessus. Et vous allez voir, en fait, elle nous raconte ce que c'est que l'allodynie, c'est un syndrome. Elle va passer toute une partie de sa présentation à nous expliquer ce que c'est que ce syndrome, l'allodynie. À mon avis, peu d'entre vous savent ce que c'est, peut-être même personne. Et puis elle va nous expliquer quelle est sa recherche sur ces fameux récepteurs 5-HT2A. Alors on y va. Alors, on pense en général à la douleur comme étant le symptôme d'une maladie. Elle peut être le symptôme d'une tumeur, d'une infection, d'une migraine par exemple. Mais on pense aussi à la douleur comme étant le résultat d'un petit orteil qui se bute contre un pied de table ou d'un café bouillant maladroitement renversé sur une jambe. Première chose qu'elle fait, elle nous donne la situation de base qui est la situation normale, la situation d'équilibre. La douleur, c'est une infection, ça peut venir d'une infection, ça peut venir d'une maladie, etc. Et tout de suite derrière, elle fait une chose qu'elle va faire en permanence pendant sa présentation, c'est qu'elle nous met dans l'expérience sensible. La douleur, c'est aussi un petit orteil, un café maladroitement renversé. Et donc, elle fait appel à notre expérience. On s'est tous renversé un liquide chaud sur les genoux, on s'est tous cogné un doigt de pied. Et en fait, elle va passer son temps dans sa présentation à passer de l'expertise à l'expérience. Et c'est un des principes du storytelling. Et puis, écoutez ce qu'elle fait juste après. Elle crée une tension de manière artificielle avec de la rhétorique. Mais avez-vous déjà pensé qu'une douleur puisse être provoquée par une caresse ou par le simple frôlement d'un drap sur la peau? Pourtant, ça existe. Elle pose ce qu'on appelle une question rhétorique. Avez-vous déjà pensé que... Et en faisant ça, en fait, elle crée une tension chez nous parce qu'on se dit, bah non. En même temps, si tu poses la question, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Vous voyez, elle crée une tension et après, elle donne la réponse. Et ceci, le fait de ressentir une douleur suite à une stimulation tactile, normalement non douloureuse, s'appelle allodynie. Chez les patients allodyniques, le simple fait d'effleurer la peau leur provoque des douleurs intenses. Imaginez que je vous caresse le bras d'une main douce et affectueuse comme ceci. Et imaginez qu'au lieu de ressentir cette sensation plutôt plaisante, vous ressentiez une douleur cuisante, insupportable. Voilà ce que les patients allodyniques endurent au quotidien, lorsqu'ils s'habillent, se rasent pour ces messieurs ou lorsqu'ils prennent simplement une douche. Elle refait à nouveau ce qu'elle a fait au tout début. Elle nous donne la définition de ce qu'est l'allodynie. Une impulsion normalement non douloureuse est interprétée comme quelque chose de douloureux. Et tout de suite, elle nous donne un exemple. Imaginez que je vous caresse et que vous ressentiez une douleur. Vous voyez, elle nous met du vous, elle nous inclut dans son histoire. Et du coup, on s'y voit. D'accord? Ça, c'est un autre principe du storytelling. On est dans les sens, on s'y voit. Peut-être que vous remarquez aussi une chose, c'est qu'elle fait monter la tension. Elle nous dit, vous ressentez une douleur insupportable, cuisante. Voilà ce que les gens endurent au quotidien. Donc, elle fait monter la tension. Et là, elle va enclencher le déclencheur dont je parlais en répondant à quelqu'un tout à l'heure. Écoutez ce qu'elle nous dit. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne dispose d'aucun traitement qui soit réellement efficace contre l'allodynie. Ça, c'est le déclencheur. C'est-à-dire, c'est la goutte d'eau qui nous fait dire non, là, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Non seulement quand on me caresse la peau tranquillement, je ressens une douleur cuisante, mais en plus, on n'a pas de traitement. Ce truc est injuste, c'est pas normal, il faut faire quelque chose. Et c'est là que l'histoire commence. Ce qu'elle va faire maintenant, c'est qu'elle va nous expliquer ce qu'est ce fameux syndrome d'allodynie et surtout comment il marche. Alors comment notre cerveau peut-il se tromper à ce point? Comment peut-il mal interpréter une stimulation innocente, comme le toucher d'une main, et la transformer en une sensation malveillante? Est-ce que vous entendez le vocabulaire qu'elle utilise? Ce n'est pas un vocabulaire scientifique, c'est un vocabulaire moral. Une stimulation qui est transformée, une stimulation innocente transformée en quelque chose de malveillant. En fait, elle est en train de créer les gentils et les méchants. Elle est en train de personnifier. D'un côté, il y a les gentils, elle, de l'autre côté, il y a les méchants. Là, les malfaisants, vous voyez, elle quitte complètement le champ scientifique, là, elle rentre dans le champ de la morale. Eh bien, en temps normal, lorsque l'on se touche la peau, l'information tactile est détectée par des petits capteurs qui vont l'envoyer via les nerfs au niveau de neurones situés dans notre moelle épinière. Ces neurones vont récupérer l'information et vont l'envoyer dans les zones de notre cerveau dédiées à l'interprétation de cette information tactile. Lorsque vous vous brûlez ou vous pincez, d'autres capteurs vont détecter l'information douloureuse,
vont l'envoyer à d'autres neurones de votre moelle épinière qui vont à leur tour expédier un message au cerveau où il sera traité et interprété comme étant une douleur. Chez les patients allodyniques, l'information tactile est détectée normalement. Mais au niveau de la moelle épinière, des neurones un peu fourbes vont s'activer, capter l'information tactile en chemin et vont non pas l'envoyer au centre de traitement du tact, mais au centre de traitement de la douleur. Ce qu'elle fait, vous voyez, c'est qu'elle personnifie des neurones un peu fourbes. On voit, il y a les malveillants, il y a les fourbes. Elle est complètement en train d'être dans un registre guerrier, moral, etc. Pas du tout dans le registre scientifique. Parce qu'elle ne cherche pas simplement à nous l'expliquer, elle cherche à nous le raconter. Ces neurones, en vert ici, ce sont les neurones PKC-gamma. Et pour empêcher ces neurones de devenir actifs, il est indispensable de savoir comment ils fonctionnent. C'est là que j'interviens. Et voilà le héros de notre histoire. Vous voyez en plus son grand geste, elle se pose vraiment comme le héros de l'histoire. Moi, Noémie Mermet, je suis investi d'une grande et belle mission qui est de mettre fin à cette injustice qui fait que quand on vous caresse la main, vous hurlez de douleur. Et c'est une injustice. Et ma mission, c'est de résoudre cette tension. Pour bien comprendre, imaginez une porte, le neurone, avec des centaines de serrures. Pour ouvrir cette porte, donc activer le neurone, il faut mettre la bonne clé dans la bonne serrure. Or, nous connaissons déjà la clé. C'est la sérotonine, que l'on considère souvent comme un messager du plaisir, lorsque l'on fait l'amour par exemple. Mais ici, c'est une traître, puisqu'elle agit en faveur de la douleur. Et voilà, on avait des ennemis malfaisants, et maintenant on a une traîtresse, la sérotonine, qui est là pour notre bonheur et qui agit pour notre malheur. Peut-être avez-vous remarqué aussi qu'elle utilise une autre figure de style qui s'appelle l'analogie, les clés, les portes, les serrures. Là aussi, elle nous plonge dans notre expérience personnelle. Tout le monde sait ce qu'est une porte, une clé, une serrure. Elle nous dit, en fait, c'est la même chose. Le neurone va, le récepteur, dans le récepteur, ou que sais-je encore, c'est la même chose que toi quand tu mets la clé dans ta serrure. Vous voyez ? Donc, on est à nouveau dans l'expérience et pas dans l'expertise. L'objectif de ma thèse consiste donc à déterminer dans quelle serrure la sérotonine va venir s'insérer pour activer le neurone PKC-gamma et de voir si du coup, en bloquant cette serrure, on pourrait empêcher l'apparition du symptôme d'allodynie. Mon objectif, c'est de trouver in fine un moyen de vaincre l'allodynie. C'est la mission, vaincre l'allodynie. Voyez ? En attendant, si vous n'êtes pas allodynique aujourd'hui, profitez-en. Caressez-vous, embrassez-vous et soyez heureux. Car finalement, dans l'absence de douleur réside sans doute le vrai bonheur. Et c'est la morale finale. Parce qu'évidemment, elle n'a pas encore réussi à vaincre l'allodynie. C'est du travail work in progress. Elle travaille sur sa thèse. Mais il fallait qu'elle trouve une morale. Donc la morale, c'est, ben voilà, si vous avez la chance de ne pas être allodynique, de ne pas souffrir de ce syndrome, eh ben profitez-en. Ayez une belle vie, embrassez-vous, caressez-vous. Bon, du temps du Covid, on ne dit plus embrassez-vous, caressez-vous. Profitez de la vie. C'est la petite morale épicurienne qu'elle va nous donner. Voilà comment ça a fonctionné. Alors, je vais revenir à… Voilà. Si vous avez des questions avant qu'on se sépare, n'hésitez pas à me les poser. Et puis après ça, on va clôturer. Moi, je vais essayer de… Je me permets, Marc, pour si vous voulez, si vous voulez retrouver ce webinaire pour le replay, je vois qu'il y a une question sur le replay. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, je vais vous mettre le lien ici dans le chat. Vous abonner sur notre page LinkedIn où on publie en fait tous les replays de ces webinaires, donc le webinaire de Marc et les webinaires précédents, puis les suivants aussi. La semaine prochaine, même heure, il y aura un webinaire également sur le management à distance. Donc, retrouvez-nous sur la page LinkedIn et vous aurez accès à toutes ces informations. Eh ben, il me reste à vous remercier également. Merci à Kilotoa, une société de formation qui est à Levallois-Perret et dont la spécialité, c'est les relations.
Et beaucoup de comédiens formateurs dans cette société. On est une trentaine de comédiens formateurs, dont Julien d'ailleurs, et on anime des formations à la prise de parole en public, savoir manager avec aisance et efficacité en étant un bon communicant, au feedback. N'hésitez pas à aller sur le site de Kilotoa, vous verrez plein de choses. Je remercie évidemment la ville de Levallois-Perret qui a eu l'initiative de ces webinaires et on a été ravis de collaborer avec eux. Voilà, merci à tous. Je vois beaucoup de merci de votre part, donc je suis super content. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne des idées. Et puis, testez-le. Regardez le replay si vous voulez bien revoir les choses. Et puis, formez-vous au storytelling. Et moi, je serais ravi de vous former, de passer une journée avec vous pour vous former. Sachez que je fais aussi des coachings pour aider les gens à préparer une présentation à fort enjeu et à instiller la bonne dose de storytelling dedans. Voilà. Donc, voilà. Merci à tous. Je vous dis au revoir. Je vous souhaite du bon storytelling, des bonnes présentations. Prenez bien soin de vous. Pensez à mettre vos masques. Hein, et puis voilà. Merci à tous. Au revoir.